Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouvel réalisateur. On va parler de la carrière d'un des plus grands d'Hollywood actuellement. Un des réalisateurs qui peut se permettre le plus de choses tellement il est apprécié et tellement chacun de ses films est un énorme succès. Il s'agit bien évidemment de James Cameron. James Cameron, il est né en 1954, ce qui lui fait 66 ans aujourd'hui, et il est canadien et non pas américain. Il est réalisateur, il est scénariste, il a multiplié les projets. Et on la retrouve au cinéma pour la première fois en 1978. Enfin, pas vraiment au cinéma, mais c'était bien en 1978 où il était réalisateur, scénariste et producteur, ou plutôt co-réalisateur avec Randall Flakes, d'un court-métrage nommé Xenogenesis. Alors forcément, dans Xenogenesis, on n'a pas de grand nom. Au casting, on a William Wisher Jr. et Margaret Humbel, des noms qu'on a oubliés aujourd'hui. L'histoire, c'est celle d'une femme et d'un ingénieur qui sont envoyés dans un grand vaisseau spatial pour chercher un endroit où commencer un nouveau cycle de vie. Mais l'homme va décider de jeter un coup d'œil autour du vaisseau et va tomber sur un gigantesque robot nettoyeur, et un combat va s'en suivre. Avec seulement 20 000 dollars, le réalisateur tourne un film plutôt honnête, même si en tant que court-métrage forcément il a ses limites, ça tient à peu près la route et ça montre déjà bien les intérêts du réalisateur, puisqu'on y retrouve des robots, on y retrouve de la science-fiction, on y retrouve une femme forte, bref, tout ce qui fera le cinéma du réalisateur plus tard. Xenogenesis vaut plus d'être vu pour la curiosité qu'autre chose, mais si vous aimez le réalisateur, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Lori, it's one of those machines we saw before. Only this one's moving. I'm on my way. Has it seen you? Dans les années suivantes, James Cameron va écumer des plateaux pour essayer de trouver des postes, pour essayer de trouver le moyen de réaliser son premier long métrage. Et donc on va le retrouver à tourner un peu du côté de chez Roger Corman, où il va travailler sur différents postes. On va notamment le retrouver en 1980 comme directeur artistique des Mercenaires de l'espace, en 1981 aux effets spéciaux de New York 97, toujours en 1981 comme chef décorateur de La Galaxie de la Terreur. On est en 1981. Piranha est un grand succès, le film de Joe Dante a parfaitement réussi, et le producteur Ovidio G. Assonitis veut faire une suite, mais il ne trouve pas de réalisateur. Il va voir Roger Corman, et Roger Corman ne sait pas non plus. Au final, il lève le doigt et il appelle la première personne qui passe, et c'est James Cameron qui passait par là simplement, qui cherchait depuis longtemps à réaliser son premier film. Il arrive, et il est donc proposé auprès du producteur pour réaliser Piranha 2, Les Tueurs Volants. Alors, Piranha 2, ça raconte quoi? C'est l'histoire de piranhas volants qui vont s'attaquer à leur proie, à des humains. Et on va découvrir que c'est des monstres génétiquement modifiés par l'armée. Bref, ça vole pas bien haut, contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire. Et le film sera globalement un raté quasi total. Le film est globalement chiant, mal foutu, les personnages sont creux, et à part la présence de Lance Henriksen, il n'y a pas grand chose à sauver. D'ailleurs, James Cameron ne se réfère pas à ce film comme son premier film, il en parle très peu, il voit pas d'intérêt, et il sera même bazardé de la réalisation avant la fin du film. Le producteur, ne croyant pas en lui, va finalement récupérer le film, il va refaire le montage, il va finir la mise en scène, et il va sortir ce film malgré tout sous le nom de James Cameron. Le bonhomme, lui, essayera plusieurs fois de s'infiltrer dans les locaux de montage pour refaire le montage qu'il n'arrivera jamais à refaire, par contre il sera arrêté par la police. Au final, le film existe donc dans une version facilement visible, assez minable, assez ratée, et dans une version qui est plus difficile à trouver, une sorte de director's cut validé par Cameron, même s'il assume toujours pas totalement le film, et qui a un temps circulé en VHS et en disque laser. Reste qu'aujourd'hui, la seule version qu'on peut voir, c'est la version d'origine, la version de Assonitis qui n'est cependant pas créditée et qui est globalement totalement ratée. Au final, ça reste tout de même la première expérience cinéma de James Cameron et c'est bien pendant le tournage du film, alors qu'il était malade, qu'il a rêvé d'un squelette sortant des flammes, un squelette robotique, le fameux Terminator. Water. Dactyloteridida, the common flying fish you see in a bay here, so it could live in all environments. You understand?
My God. We've got to tell somebody right now, and you have got to come with me to convince them. I can't do that. I'm not even supposed to be here. Tyler, people are dead. You've got to go and... En 84, James Cameron revient et va pouvoir enfin mettre en scène le film dont il avait rêvé, littéralement, Terminator. Évidemment, il est à la réalisation, il est aussi au scénario avec l'aide de Cale Hurd, à la photographie Adam Greenberg, à la musique Brad Fiedel, et au casting on va retrouver Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, ou encore Lance Henriksen, Dick Miller et Bill Paxton. Pour résumer un peu l'histoire, on est en 2029, la surface de la Terre a été rasée par une guerre nucléaire et elle va voir une poignée de survivants se battre contre les machines qui tentent de prendre le pouvoir. Grâce à John Connor, l'humanité va reprendre le dessus. Pour gagner la guerre, les machines vont envoyer à Los Angeles en 84 un cyborg à l'apparence humaine afin de tuer Sarah Connor, la mère de John. Alors pour y faire face, John va envoyer à la même époque Kyle Reese, un résistant humain, afin de protéger sa mère. Terminator est récemment entré dans le patrimoine finalement comme film très important, comme un des films les plus importants de l'histoire. Pourtant, ça ressemble au départ à une série B assez classique, et il faut noter que la production n'a pas été de tourpeau, étant donné qu'au départ, James Cameron ne voulait pas de Schwarzenegger dans le rôle principal. Alors là, les versions divergent. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il aurait voulu, a priori, quelqu'un d'assez banal, d'assez classique, quelqu'un qui pourrait se fondre dans le décor pour incarner le Terminator, mais que finalement, en tombant sur Schwarzenegger, il s'est dit que ouais, c'était le bon plan, même si lui, il se fond moyennement dans le décor. Terminator, c'est un film qui est très bien géré d'une manière scénaristique, qui regorge de moments cultes, et qui est aussi un super film d'action, un super film de science-fiction, avec une réflexion plus qu'intéressante, des personnages forts, un casting au top niveau, une musique géniale. Quasiment tout est réussi dans Terminator, qui est un quasi chef-d'œuvre. Pourquoi quasi? Parce qu'au final, il va être dépassé que par un seul film, sa propre suite. Mais aujourd'hui, revoir Terminator, même s'il a quand même un poil vieilli par moment, ça reste un vrai plaisir. Et le Terminator. Une apparence humaine, mais un corps d'acier. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer. Je ne sais pas. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. Échappera-t-elle au Terminator? Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. On notera que l'année suivante, James Cameron s'attelle au scénario de Rambo 2, La Mission pour Stallone, scénario qu'il mènera à son terme, mais qui sera littéralement rejeté par Stallone, qui finalement écrira sa propre histoire. James Cameron en garde un regret aujourd'hui, parce qu'il considère que le scénario était vraiment très très bon. Stallone ne dit d'ailleurs pas autre chose, simplement que c'était peut-être pas le bon moment pour ce type d'histoire. 2 ans après Terminator, donc en 1986, James Cameron est de retour avec, justement, Alien, le retour, la suite du film de Ridley Scott. Un film qu'il réalise, mais dont il participe aussi au scénario avec l'aide de Walter Hill et David Giller. À la musique, on retrouve James Horner et à la photo, Adrian Biddle. Au casting, Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser, Lance Henriksen, Bill Paxton de nouveau, pour un film qui sera finalement très différent du film original. Après 57 ans de dérive dans l'espace, Ellen Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Malgré son rapport concernant l'incident survenu dans le Nostromo, elle n'est pas prise au sérieux par les militaires qui ne croient pas à la présence d'aliens sur la planète LV-426.
planète où plusieurs familles de colons étaient envoyées en mission de terraformage. Après la disparition de ces derniers, Ripley décide d'accompagner une escouade de Marines dans leur mission de sauvetage et d'affronter à nouveau l'Alien, ou plutôt le Xénomorphe. Alien 2 est un film qui est très différent du film original parce qu'il fait exactement l'inverse. Plutôt que de se baser sur une ambiance claustrophobique, il va s'ouvrir et devenir un pur film de guerre. Pur film de guerre de SF, voire avec un côté horrifique, qui va tout exploser sur son passage. Il n'est pas interdit de préférer Alien le retour au Alien original. Si pour ma part j'aime énormément les deux films, je ne saurais pas en préférer un à l'autre. Je reconnais sans problème que cette suite est au moins au niveau de l'original. Alien le retour, ce sera un chef-d'œuvre qui est porté par des acteurs au sommet de leur talent et la preuve une nouvelle fois que James Cameron peut tout faire avec tout ce qu'il veut. Là, il se permet un film de plus de 2 heures, qui est un film à la fois horrifique, de science-fiction, un film de guerre, avec une femme forte évidemment, et qui va surpasser tous les autres films du genre. Alien le retour, c'est un film qui est tout simplement inoubliable. Et nous sommes en 1989 quand sort Abyss, le nouveau film de James Cameron. Un film qui dure plus de 2h20 ou plus ou moins 2h20 dans sa version d'origine et qui atteint presque les 3 heures en version longue. Un film dont le scénario est écrit également par James Cameron, dont Michael Salomon s'occupe de la photographie, et un film qui sera certainement un des plus grands films, peut-être le plus grand film de Cameron. La musique, on la doit à Alan Silvestri, et au casting, on retrouvait Daris, Marie-Elisabeth Mastrantonio, Michael Biehn de nouveau. Alors, pas forcément des grands noms, on a quand même Ken Jenkins, mais pour un film qui sera un de ses films majeurs, peut-être le plus grand film du réalisateur. On y suit un sous-marin qui sombre mystérieusement et l'équipage d'une base de forage pétrolière qui va être mobilisé afin de récupérer des ogives nucléaires. Tout du moins, c'est de cette façon que ça démarre, sauf que James Cameron est fasciné par les fonds marins et il va se servir du film pour créer quelque chose d'unique en son genre. Une espèce de thriller sous-marin totalement inoubliable une fois qu'on l'a vu et surtout un thriller qui sera technologiquement totalement novateur avec des effets visuels jamais vus auparavant et qui préfigureront ce qu'on verra dans Terminator 2. Abyss, c'est un film qui aujourd'hui est peut-être un peu oublié dans la carrière du réalisateur et c'est vraiment dommage parce que c'est clairement un de ses meilleurs. The abyss. Believe your eyes. James Cameron est de retour en 1991 avec Terminator 2, Le Jugement Dernier, un film très attendu donc. Film qui dure près de 2h20 et au casting duquel on va retrouver à la réalisation James Cameron, au scénario James Cameron et William Wisher Jr., à la photographie Adam Greenberg et à la musique Brad Fiedel. Au casting, on retrouve Arnold Schwarzenegger de nouveau, mais aussi Linda Hamilton, Edward Furlong ou encore Robert Patrick qui sera réellement effrayant dans le film. On y croise aussi Xander Berkeley ou encore Dean Norris dans un petit rôle. Michael Biehn aurait dû apparaître, mais la scène a été coupée. Dans Terminator 2, ça se passe toujours plus ou moins en 2029. Après son échec pour éliminer Sarah Connor, Skynet programme un nouveau Terminator, le T-1000, pour retourner dans le passé et éliminer son fils John Connor, qui doit être le futur leader de la résistance humaine. Terminator 2, c'est réellement une version plus du premier film. Mais pas un remake amélioré, mais vraiment une nouvelle version
meilleur sur tous les points. Terminator 2, c'est un véritable chef-d'œuvre dans son genre, avec un Schwarzenegger qui cette fois-ci occupe le rôle du gentil et un Robert Patrick carrément effrayant. On y retrouve un personnage de femme forte une nouvelle fois, on y retrouve de l'action, un peu d'humour, et surtout une pure série B de grand et de haute volée. Dans son genre, c'est clairement le meilleur film qui a existé, que ce soit dans le genre du film de voyage temporel, mais aussi dans le genre du film de cyborg. On est loin de la pure série B jouissive, mais on est vraiment sur un film bien plus intelligent, bien plus fort, et Cameron maîtrise absolument tous les points de son film. En fait, c'est simple, il n'y a presque rien à redire sur Terminator 2 qui comporte certaines des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Terminator 2, le jugement dernier, est simplement un grand film. Dans cette époque. Ça, c'est profond. Sors de là. No problemo. Et en 91, James Cameron produit également le film Point Break. James Cameron revient ensuite en 1994. Alors qu'il devait réaliser un film Spider-Man, le projet ne se lance pas et ne se fait pas. C'est donc Arnold Schwarzenegger qui va l'appeler et qui va lui proposer de réaliser un autre film, lui qui cherche à tourner dans une comédie familiale. Ils vont faire le remake du film français La Totale qui était sorti en 91. Un film réalisé par Claude Zidi avec entre autres Thierry Lhermitte et qui va donc être réalisé ici par James Cameron, largement augmenté puisque le film dure près de 2h20. James Cameron s'occupera aussi du scénario d'après le scénario original. Par la suite, il y aura tout un procès comme quoi même le scénario original n'était pas de Claude Zidi mais de quelqu'un d'autre. James Cameron sera attaqué en justice alors qu'il y est pour rien puisqu'il n'était pas au courant. À la photographie, on trouve Russell Carpenter et à la musique Brad Fiedel. Au casting, Arnold Schwarzenegger donc, mais aussi Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton ou encore Tia Carrere ou Elisa Dushku. Un joli casting pour un film qui raconte l'histoire de Harry Tasker qui depuis 15 ans mène une double vie. Pour sa femme, c'est un représentant en informatique, pour le gouvernement américain, c'est un espion d'élite spécialiste de la lutte antiterroriste. Et un jour, les deux vies vont finir par se rencontrer et ils vont se retrouver dans un complot international. Voilà un film dont l'idée est peut-être intéressante au départ, mais qui donne au résultat un film assez moyen. C'est rare pour James Cameron, mais là pour le coup, il n'a pas forcément bien vu le truc. Ce film qui se situe entre l'humour, l'action, le thriller, ne sait des fois pas vraiment où se situer et il est surtout beaucoup trop long. Comme je l'ai dit, il dure quasiment 2h20, voire plus. C'est beaucoup trop pour ce type de film. Du coup, on s'ennuie assez régulièrement et ce malgré de bonnes scènes d'action et de bonnes performances d'acteurs. Une belle photo, une bonne mise en scène. Mais au final, le résultat, c'est un film assez ennuyeux. Une petite déception dans la carrière du réalisateur. De James Cameron, réalisateur de Alien et Terminator 2. Arnold Schwarzenegger. C'est un MIR V6 soviétique qui vient d'un lance-missile SS-22M. J'ai épousé Rambo. Jamie Lee Curtis. Tu as déjà tué quelqu'un? Oui, mais c'était des méchants. True Lies, l'action absolue. Une déception qui ne l'empêchera pas de produire en 1995 le film Strange Days. 1997, c'est l'année où un nouveau film de James Cameron va sortir et c'est un projet titanesque, puisqu'il s'agit justement de Titanic, un film de 3h15, un film qu'il réalise évidemment, mais dont il est aussi au scénario, à la musique James Horner, à la photographie Russell Carpenter. Et au casting, on retrouve entre autres Bill Paxton, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, ou encore Kathy Bates, Victor Garber, des noms connus pour un film qui sera tout simplement grandiose. Pourtant, on sort cette fois de la SF, il nous avait habitué le bonhomme à faire de la SF, à faire de l'action, et là il se lance dans une pure romance, à bord du Titanic, au moment, évidemment, où celui-ci va couler. Alors, c'est pas utile de revenir sur l'histoire en détail, puisque tout le monde connaît le film, et presque tout le monde l'a vu, si ce n'est tout le monde. Ce qui est à noter dans le film, c'est le nombre de grandes scènes de romance qu'il possède, de noter à quel point le film
est une reconstitution parce que James Cameron était fan de fonds marins et donc fan d'histoire marine en général, et donc forcément il connaissait l'histoire du Titanic. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de fiction à l'intérieur, hein, c'est essentiellement de la fiction, mais on retrouve quelques petites choses à droite à gauche qui montrent à quel point il était fan. Le résultat, aujourd'hui, on peut le regarder, le re-regarder, le regarder encore. D'ailleurs, le film est sorti de nombreuses fois, il est ressorti, même en 3D. Le résultat est toujours remarquable, maîtrisé de bout en bout. Ça fait partie de ces films sur lesquels on peut passer plus de 3 heures sans s'ennuyer à un seul moment. En plus de ça, le film profite évidemment de la performance géniale de ses acteurs et de la mise en scène très inspirée du bonhomme. Titanic, c'est un des plus grands films de l'histoire, encore aujourd'hui. Ici, laissez-nous sortir, donnez-nous une chance. Où allez-vous? Le retrouver? Si tu sautes, je saute. J'espère que vous en profitez bien. Et le Seigneur effacera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Dieu tout-puissant. Ça y est, attention. Et les années suivantes, il va les consacrer à d'autres choses, notamment on va le retrouver pour un caméo en 99 dans La Muse, un film de Albert Brooks. On va le retrouver comme figurant en 2001 dans un film de Mel Smith nommé Rouge à lèvres et armes à feu. Et en 2000, mais on va aussi le retrouver à la télévision cette fois, puisqu'en 98, il est acteur pour la série Dingue de toi. Et en 2000, il est producteur de la série Dark Angel. En 2001, on le retrouve également pour une interview dans le documentaire The Alien Saga. Dans l'intervalle de 1997 à 2009, James Cameron ne réalisera plus de films à proprement parler. Pourtant, il ne sera pas inactif, comme je l'ai dit, il va produire des films, mais il va aussi réaliser des documentaires, notamment un documentaire pour la télévision en 2002 nommé Expédition Bismarck. Une nouvelle fois, le réalisateur, accompagné cette fois à la réalisation de Gary Johnston, montre son intérêt pour les fonds marins, pour la guerre et pour la marine en général, pour tout ce qui est marin. Aidé dans la narration par Lance Henriksen, il va s'attaquer au Bismarck, le fameux cuirassé censé être incoulable, qui aura été coulé finalement, un peu comme le Titanic du coup d'ailleurs, et va tout simplement aller sous l'eau avec ses équipements pour aller retrouver le Bismarck, pour voir ce qu'il est devenu, et aussi pour mettre à jour une théorie, puisqu'on pensait que le Bismarck avait peut-être été sabordé. Et bien grâce à ce que va voir James Cameron, on va découvrir que c'est peut-être finalement bien le cas. Et honnêtement, si à la base un documentaire de tel genre n'était pas parti pour m'intéresser, ce film d'1 h 30, je l'ai trouvé tout simplement passionnant de bout en bout. Je l'ai trouvé incroyable et c'est un des premiers documentaires qui m'a à ce point marqué. Alors je vous conseille vivement de regarder Expédition Bismarck. Cameron y a été à fond et c'est un téléfilm de grande qualité. Toujours en 2002, James Cameron quitte les fonds marins pour cette fois-ci partir dans l'espace et produire le Solaris de Steven Soderbergh. Dès l'année suivante, en 2003, James Cameron est de retour avec un nouveau documentaire, Les Fantômes du Titanic. Les Fantômes du Titanic possèdent une version
de base d'1h01 et une version longue de 90 minutes que je vous conseille grandement, est un film dans lequel James Cameron va de nouveau partir sous l'eau, il va de nouveau replonger, cette fois pour pouvoir visiter le Titanic à l'aide de robots, de drones contrôlés à distance. Le film est narré notamment par Bill Paxton, qui donc apparaît et va lui aussi aller sous l'eau voir ce qu'il en est. Et ça va être l'occasion de vérifier, de voir ce qu'est devenu le Titanic sous l'eau, de retrouver le lieu dans lequel celui-ci se trouve, et de voir ce qu'il y a au fond. Il faut noter que le documentaire a été filmé en septembre 2001, à près de 4000 mètres de profondeur. Et personne ne se doutait à l'époque que des attaques terroristes venaient de survenir sur les États-Unis. Alors forcément, quand ils remontent, ils prennent conscience de ce qu'a pu ressentir le reste de la population au moment de la tragédie du Titanic. C'est un détail du film, mais qui le rend encore plus touchant, d'autant que revoir toutes ces pièces, voir ce qu'elles sont devenues, et les superposer à ce qu'on peut voir dans le film, par le biais de montage 3D parfois, ça fait quelque chose et ça fait un excellent documentaire, un excellent film, et une vraie réussite dans le genre. It lies in its grave at the bottom of the North Atlantic. You approach it with incredible reverence. Try to imagine what it must have been like to be on the bridge that night. Iceberg, right ahead! Somebody pinch me, I'm dreaming. Wait till we go inside. Oh, there's something really terribly wrong here. Guys, get a visual on us because we just lost power. There's a problem, there's a problem. That is history right there. There's been a major malfunction. Look at that. Ghosts of the Abyss. La même année, toujours, il va produire un autre documentaire, moyen métrage cette fois-ci, le documentaire Volcan des Abysses. Retour de James Cameron en 2005 avec la réalisation de Aliens of the Deep, un film qu'il va seulement co-réaliser avec Stephen Quayle. Un film dans lequel il va de nouveau explorer les fonds marins, mais cette fois-ci pour explorer un peu la faune, la flore et les diverses créatures qu'il peut y trouver. Aliens of the Deep, c'est un film qui a également une version courte et une version longue. Dans les deux cas, le film est malheureusement un peu léger. On y découvre des créatures sous-marines inattendues, on y découvre des reliefs inattendus, on y découvre tout un tas de choses. Ça pourrait être intéressant, mais que ce soit au niveau de la narration ou au niveau de la présentation, c'est un peu léger pour convaincre totalement. On aurait aimé en voir un peu plus et que les équipements utilisés, même s'il y a beaucoup de références, beaucoup d'analogies entre l'étude des fonds marins et la découverte de nouvelles planètes, par exemple, le film n'en montre pas assez, n'en dit pas assez, et pourrait faire beaucoup plus. C'est un film qui est assez moyen, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen d'être bien meilleur. It may have been sites like these around which life itself began. We need to take everything we know about deep sea exploration and apply it to space. If we find liquid water elsewhere in the solar system, aren't we going to find life? We won't know unless we start searching. Make contact with another world. Aliens of the Deep. In IMAX theaters. Les quelques années suivantes, il les consacre à la télévision. Ainsi, en 2005, on va le trouver dans 3 épisodes de Entourage en tant qu'acteur. En 2006, il sera producteur du documentaire The Exodus Decoded. Mais il jouera également dans un autre épisode de Entourage. Et en 2007, il produit un autre documentaire, Le Tombeau de Jésus. Il faut donc attendre 2009 pour voir revenir James Cameron avec Avatar. Avatar, c'est son gros film, son gros projet. Un film qui dure 162 minutes en version cinéma, 171 en version spéciale et 178 en version longue. Le film est ressorti déjà un paquet de fois au cinéma. James Cameron est à la réalisation, au scénario, à la musique James Horner et à la photographie Mauro Fiore.
Au casting, on va retrouver Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, ou encore Dilip Rao, Zoe Saldana ou Wes Studi. Avatar, c'est l'histoire de Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant qui est envoyé en mission sur la planète Pandora. Là, il doit participer à un programme d'études du peuple autochtone, les Na'vi. L'atmosphère de Pandora étant toxique, son esprit est projeté dans un hybride biologique commandé à distance à un avatar. On va lui confier une mission d'infiltration auprès des Na'vi, mais il va finalement finir par tomber amoureux de ce peuple et surtout d'une Na'vi en particulier. Et voilà le pitch de base d'un film qui, quand je l'ai vu au cinéma, ne m'avait pas emballé plus que ça. Je l'avais apprécié en tant que divertissement, mais j'avais pas vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir derrière. Surtout le défi technologique et la performance de réaliser un film de divertissement sur 3 heures qui soit pas ennuyeux, qui soit porté par des acteurs de talent. Sam Worthington était quasi inconnu à l'époque, même s'il avait déjà tourné dans Terminator Renaissance qui sortira pourtant un peu plus tard. L'affiliation avec Cameron est assez marrante. Reste que pour Avatar, on a vraiment tout un panel de choses qui sont parfaitement mis en scène. Alors bien sûr, il y a quelques clichés, notamment un méchant très méchant, mais on retrouve des personnages de femmes fortes comme à chaque fois dans les films de Cameron, un univers créé qui est réellement unique, qui est réellement profond, qui est fort, et au fur et à mesure des revisionnages du film, on comprend toute l'importance que peut avoir Avatar dans le monde du blockbuster. C'est un film qui est réellement beaucoup plus intéressant qu'il ne semble paraître au premier abord et qu'il est intéressant de revoir encore et encore. Génial. Vous vous êtes égaré en chemin. Vous oubliez dans quel camp vous êtes. Le fort dévore le faible, et tout le monde laisse faire. Vous avez 1 heure. Tu savais ce qui allait arriver. Mais tout a changé. Ici, c'est la folie. Quaritch a lancé l'opération, rien ne l'arrêtera. On va affronter des hélicos de combat avec des arcs et des flèches. Alors il faut l'en empêcher. Ils nous ont envoyé un message. Disons qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Nous allons leur répondre que ce monde est notre terre à nous. Depuis 2009, James Cameron s'est consacré à la production. En 2011, la production de Sanctum. En 2014, de la série Years of Living Dangerously. Et en 2019, de Alita Battle Angel, un film qu'il aurait dû réaliser, mais qu'il a finalement confié à Robert Rodriguez, un film qui sera finalement très bon malgré tout, mais aussi à la production et aussi au scénario de Terminator Dark Fate. Mais ses projets futurs en termes de réalisation, ils sont assez simples, c'est développer l'univers d'Avatar, avec des films qui soient très différents du premier, mais qui se déroulent dans le même univers et qui nous permettront notamment de visiter les fameux fonds marins d'Avatar. Ainsi, on devrait voir Avatar 2 débarquer en 2022, Avatar 3 en 2023, Avatar 4 en 2025 et Avatar 5 en 2027. Alors, est-ce que ce sera réellement le cas? On verra bien. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. On peut juste dire qu'au casting d'Avatar 2, on retrouvera Kate Winslet et Stephen Lang devraient être de retour, ainsi que Michelle Yeoh ou encore Zoe Saldana, Sam Worthington ou Sigourney Weaver. Bref, ça donne envie et connaissant la qualité du cinéma du bonhomme, on aura envie de toute façon de voir tous ces projets à l'avenir.